Bonsoir et bienvenue sur Objectif Gare, il est 19h, c'est l'heure de 19h, le live. Jingle. Ce soir, au sommaire de notre émission, c'est le directeur de l'Institut d'Alzon et ancien président de Nîmes Métropole qui sera avec nous. Yvan Lachaud reviendra sur cette première semaine de reprise dans ces établissements après les vacances de la Toussaint. On aura l'occasion aussi de l'interroger sur les premiers pas de son successeur, Franck Proust. Bonsoir, monsieur Lachaud. Bonsoir Abdel Samari, bonsoir Corentin. Bonsoir Monsieur Lachaud. Merci beaucoup d'être avec nous ce vendredi soir. Nous recevrons également Damien Sanchez, le patron du restaurant Scab à Nîmes. Il viendra nous parler des conséquences de la fermeture de son établissement, mais il a aussi une surprise pour nous, puisqu'il a préparé pour la fin de l'émission un plat qu'on aura le plaisir de goûter. On vous proposera notre reportage du jour. On est allé faire un petit tour au centre de dépistage installé sur le parking de la Halle des Sports de Clavières à Alès, qui ne désemplit pas malgré le confinement. On accueillera en plateau notre journaliste Boris Boutet. Il nous expliquera les enjeux de la rencontre du Nîmes Olympique face à Angers, mais côté adversaire. Puis c'est notre journaliste Coralie Mollaret qui nous donnera des nouvelles du village du Chaux. Enfin, vous retrouverez, comme chaque soir, la Minute Reconfinement. Merci à tous d'avoir choisi 19h le live ce vendredi. Place aux 24h Actu. Et pour ce 24h Actu, j'accueille tout de suite sur le plateau Corentin Corget. Bonsoir Corentin. Bonsoir Abdel. Vous allez bien ? Parfaitement, ça va. Allez, on débute Corentin avec du rififi devant les lycées gardois. Et oui, ce matin, passé 8h, une centaine d'étudiants a décidé de ne pas aller en cours et de rester rassemblés devant le lycée Alphonse Daudet, comme on le voit sur ces images. Un attroupement évidemment interdit en temps de Covid, qui a nécessité l'intervention de la police municipale, comme on a pu le voir. Des poubelles ont notamment été incendiées. Des forces de l'ordre qui sont intervenues aussi hier à Alès, à JBD, le lycée Jean-Baptiste Dumas. On le voit aussi avec des poubelles traînées. Là, il y a eu du gaz lacrymogène lâché par la police, puisqu'il y a eu plusieurs tentatives de blocage, des étudiants, des lycéens qui surtout dénoncent le fait d'être une trentaine par classe avec ces nouvelles mesures sanitaires. Et donc, une réunion s'est tenue en urgence hier soir et conformément aux annonces de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, des demi-groupes de 18 élèves vont être mis en place dès la semaine prochaine, donc une alternance avec une semaine en cours et l'autre à distance, à la maison. Et puis les épreuves du bac aussi, ça a été l'annonce, ont été annulées au profit du contrôle continu. Il y a aussi des mesures pour les libraires annoncées par le gouvernement. Et oui, là cette fois-ci, c'est Bruno Le Maire, ministre de l'économie, et Roselyne Bachelot, ministre de la culture, qui ont annoncé la mise en place d'un dispositif pour aider les libraires à poursuivre leur activité. Comment ? À travers la vente en ligne, puisque évidemment physiquement ils sont fermés, faisant partie des commerces non essentiels jusqu'au 1er décembre. Et donc l'État s'engage à prendre en charge les frais d'envoi des livres. D'accord. Les libraires vont facturer seulement 1 centime de frais de port aux usagers, puisque évidemment c'est le minimum légal. Et donc les ventes en distance ne seront pas comptées dans le chiffre d'affaires des libraires pour qu'ils bénéficient aussi du fonds de solidarité. Un mot de politique, puisque ça bouge au conseil municipal de Nîmes. Oui, Laurent Burgoa, devenu sénateur, ne pouvait pas cumuler avec un mandat municipal. Il fallait donc redistribuer ses délégations. C'est ce qu'a fait le maire Jean-Paul Fournier. La tauromachie revient à Frédéric Pastor, poste qu'il avait déjà lors du précédent mandat. Et puis un peu plus surprenant, la rénovation urbaine va désormais être donnée à Olivier Bonnet. Le président du RCN. Voilà, en même temps, le championnat est arrêté. C'est ça, il aura un peu plus de temps. Mais Julien Plantier sera quand même pas loin, puisqu'il sera en coordination avec lui, le premier adjoint, sur cette question. Et puis Emmanuel Carrière qui devient élu au sport dans les quartiers, au sport scolaire et au sport universitaire, et la délégation d'Olivier Bonnet. Et puis on notait aussi qu'Aurélie Prouin remplace Maud Chelvis Sandin en ce qui concerne les crèches et la petite enfance. On termine avec du sport et le Nîmes Olympique qui affronte donc Angers dimanche pour la 10e journée de Ligue 1. Et oui, le football continue pendant ce confinement par rapport au premier début d'année. Victoire impérative pour les Crocos qui sont 18e barragistes désormais. Ah oui, Trois défaites consécutifs pour les Crocos. Et cette rencontre au Costières face à Angers, ça sera l'occasion de revoir plusieurs anciens Nîmois sur la pelouse. Des Nîmois qui sont désormais des adversaires pour le coach Jérôme Arpinon. Ouais, mais tu me connais, moi, la compétition, après, je connais plus personne. Compétition, c'est fini après. Ils sont adversaires, ils sont peut-être amis dans la vie pour certains, pas avec moi en tout cas. Mais non.
Moi, quand tu es adversaire, après c'est fini. Après, même si certains, je les aime beaucoup, j'ai passé de bons moments avec eux, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, ils ne viennent pas ici pour me faire des cadeaux. Ils viennent pour m'enlever le pain. Et toujours ce franc-parler de Jérôme Arpinon, un vrai Nîmois, voilà, ses valeurs de combativité fidèles au club. Jérôme Arpinon qui va devoir se passer du Norvégien Birger Meling, le latéral qui est forfait pour cette rencontre. Il peut néanmoins compter sur les retours d'Andrés Cubas et de Zinedine Ferrat. Alors si Jérôme Arpinon se réjouit du retour de l'international algérien, c'est aussi le cas de Niklas Eliasson, c'est la dernière recrue, le Suédois. Et écoutez ses premiers mots aujourd'hui en conférence de presse. Yes, of course, he's a very good player. C'est un très bon joueur. It's good to have good players like Je him. suis pressé de pouvoir me retrouver sur le terrain avec lui, We can now start the team together. en espérant que ça puisse apporter du positif sur le terrain et de pouvoir faire une bonne saison ensemble. Merci Corentin pour ces informations. On parlera à nouveau de foot dans quelques minutes avec notre journaliste Boris Boutet qui nous parlera par contre du côté angevin. Vous restez avec moi pour interroger Monsieur Lachaud ? Évidemment. Bon, mais Monsieur Lachaud, bonsoir, rebonsoir. Je trouve qu'il parle très très bien, Monsieur Gorgé, effectivement. C'est Vous la allez bien, formation monsieur Adaljan, Lachaud ? ça. Très bien. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de vos nouvelles. Vous êtes bien évidemment pleinement impliqué dans l'Institut d'Alzan. On sait que vous avez 6000 élèves aujourd'hui sur l'ensemble du territoire du Gard. Et avec cette crise sanitaire, la première question qu'on avait envie de vous poser, c'est comment s'est passée cette première semaine de rentrée de Toussaint ? C'est passé de façon satisfaisante. On essaie de tout mettre en œuvre pour accueillir des élèves dans un contexte compliqué puisque on a de plus en plus d'adultes qui sont porteurs du Covid aujourd'hui. Et donc, il faut s'organiser puisque sur la totalité de l'établissement, on doit avoir une trentaine de personnes absentes au niveau des adultes et que c'est très, très compliqué à organiser. C'est quoi ? C'est plutôt des professeurs ? Oh, il y a du personnel. Cette semaine, par exemple, le cuisinier du primaire était porteur du Covid. Donc, 6 personnes ont été arrêtées parce qu'ils ont déjeuné ensemble. Voilà, donc c'est très, très compliqué à organiser. Il faut savoir raison garder. Et puis, on sent qu'il y a beaucoup de soucis chez les parents et chez les élèves aussi, quoi. Oui, une véritable inquiétude. Oui. Il y a aussi cette obligation du port du masque dans chacun des établissements. Est-ce qu'on arrive à le faire respecter ? Je crois qu'à partir du moment où des choses sont décidées, elles doivent être respectées. Et pour moi, il est inadmissible que des parents fassent faire des certificats médicaux comme quoi le masque peut ne pas être porté par l'enfant. En ce qui me concerne, en tout cas, un enfant qui ne porte pas le masque n'est pas accepté dans l'établissement. Je crois qu'il faut que même en primaire, pour les enfants à partir de 6 ans ? Pour les enfants de plus de 6 ans, on peut discuter de l'intérêt ou pas, mais une fois que la décision est prise, elle doit être appliquée par tout le monde, sinon elle n'a pas de sens. Puisqu'en fait, pourquoi le masque est porté ? C'est parce que s'il y a plusieurs cas, lorsqu'il y a le masque est porté, on sait qu'il n'y a pas de transmission possible. Si plusieurs ne le portent pas, alors c'est à nouveau fermeture de classe. Donc je crois qu'il faut savoir raison garder et on dit aux parents, bon écoutez, vous avez la possibilité de ne pas mettre votre enfant à l'école. Il y en a qui le font ? On a 2 familles qui l'ont fait, oui. D'accord. À partir de lundi, il y a du changement pour les lycées. On en parlait il y a quelques instants. Comment vous allez aborder les choses avec, à nouveau, les cours à distance ? Quelle organisation vous allez adopter, vous ? Alors, vous en parliez tout à l'heure, il y a plusieurs possibilités, puisque les proviseurs ont la liberté de l'organisation au sein des lycées. Pour l'instant, ce ne sont que les lycées, alors que, me semble-t-il, les collèges aussi ont des classes à plus de 30 élèves parfois. En ce qui nous concerne, on a pris la décision de séparer. D'abord, les classes où il y a 24 élèves rentrent normalement. Par contre, les classes à plus de 24 élèves, on a organisé 2 groupes par classe. Oui. Et le lundi, mercredi et vendredi pour le groupe A de la classe. Et le mardi, jeudi et samedi, pour ceux qui concourent le samedi en terminale notamment, eh bien, c'est le groupe B. Et la semaine d'après, on permute. Ce qui fait que les élèves ne sont jamais une semaine chez eux. Ils vaquent une journée éventuellement et ils auront du travail qui leur sera donné par l'ensemble des professeurs. Et pour les internes, on les accueille toute la semaine et on mettra en place des structures pendant lesquelles ils pourront travailler. Oui, parce que ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de cours à distance, mais par contre, du travail sera remis la veille pour que la journée qui suit, les lycéens puissent effectivement avancer des travaux pour le lendemain. Il est très compliqué de demander à des enseignants de faire à la fois du présentiel et du distanciel. On pourrait imaginer le fait que des élèves puissent suivre par des moyens modernes, par Teams ou Zoom ou d'autres systèmes que nous avons, mais tout le monde n'est pas équipé. La fibre n'est pas de partout. Lorsque des parents télétravaillent,
par exemple, parfois, eh bien, il n'y a pas assez de réseau pour pouvoir suivre des cours. Donc, on a trouvé cette solution qui nous paraît la moins pénalisante pour tout le monde. On parle de ces mesures de ce confinement de manière plus globale. Monsieur Lachaud, est-ce que vous comprenez la colère des commerces non essentiels à qui on a contraint de baisser le rideau une nouvelle fois jusqu'au 1er décembre ? Alors, je veux dire plusieurs choses. D'abord, je ne me permettrai pas de critiquer ce qui est fait parce que je pense qu'être à la tête du pays aujourd'hui, c'est une sacrée responsabilité et je ne peux pas imaginer un seul instant que celles et ceux qui y sont essaient de faire des choses qui ne vont pas dans le bon sens. Je crois que tout le monde, il y a de la bonne volonté, mais que c'est compliqué. Mais même si, excusez-moi, je vous coupe, il vous permettra de répondre dans quelques instants, mais est-ce que quand même on peut considérer que le gouvernement n'a pas très très bien anticipé cette seconde vague ? Le gouvernement, comme tous les pays européens, n'ont pas anticipé non plus. Ça nous est revenu dessus comme un boomerang. La chose qui est compliquée à comprendre, et là c'est malheureusement, je dirais, le professionnel d'éducation qui en parle, c'est que je crois qu'il est très compliqué d'organiser un confinement lorsque les collèges et les lycées fonctionnent. Si je prends l'exemple sur la ville de Nîmes, le matin, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui accompagnent leurs enfants, collège ou lycée, ou qui se déplacent pour aller à l'école. Donc là, le confinement est déjà en difficulté. Donc je peux comprendre que des commerçants aujourd'hui, dans la mesure où des structures comme les collèges et lycées fonctionnent, se disent mais pourquoi pas nous ? Ça, je peux le comprendre. Bien sûr que c'est une difficulté et je ne suis pas là pour le régler. Je pense que si on veut un confinement vraiment sérieux, il faut qu'on en vienne à refermer les collèges et les lycées pour lesquels les enfants peuvent rester seuls à la maison, on peut les faire travailler à distance, et qu'à ce moment-là, seules les écoles restent ouvertes parce que les parents ne peuvent pas garder leurs enfants s'ils travaillent. Voilà. Donc je pense que ce serait une solution. Mais là non plus, je ne suis pas un donneur de leçons. C'est une réflexion que vous m'amenez à faire parce que vous me posez des questions. Mais je comprends que des coiffeurs, par exemple, je comprends que des petits commerces aujourd'hui, je comprends que des restaurateurs qui gardaient la distanciation soient aujourd'hui un petit peu non, mais en avec colère. Le recul, en tout cas, depuis Bien septembre, sûr. depuis la rentrée, vous avez eu plusieurs semaines. Vous êtes face, dans les établissements, à des cas de Covid, vous venez de l'expliquer, des problématiques d'organisation. Bien sûr. Pour vous, il aurait été peut-être plus raisonnable, finalement, de fermer les collèges et les lycées, au moins jusqu'au 1er décembre ? Je ne sais pas si c'était plus raisonnable. Je dis qu'en tout état de cause, si on voulait un confinement plus total, ce qui était recherché, c'eût été alors plus efficace. Voilà ce que je pense. Mais une fois de plus, je ne critique pas, j'essaie d'analyser. Je pense que si on veut revivre un confinement tel qu'on l'a vécu pendant la première période, c'est-à-dire au mois de mars, avril, alors il était plus performant parce que moins de parents et moins d'élèves dehors. Mais c'est pas un peu ce qui nous pend au nez, vu l'évolution, qu'au final on soit obligé dans début janvier. J'ai l'impression que la crise est galopante. Pas la boule de cristal, oui, mais... bien sûr, j'ai l'impression que le nombre de cas est galopant et que peut-être on sera amené à ça. Mais ça, ce n'est pas dramatique parce qu'on sait aujourd'hui faire de l'enseignement à distance et on ne touche pas le domaine économique si on ne touche que les collèges et les lycées. On parle d'un mot de politique et Encore. on va parler de votre successeur, Franck Proust. Comment vous analysez ses premiers pas à la tête de la présidence de Nîmes Métropole ? Bon, écoutez, je pense que j'ai horreur de la critique. Il m'a beaucoup critiqué, a beaucoup dit de mensonges parce qu'il a dit c'est catastrophique, on va être mis sous tutelle et autres, ce qui est totalement faux. Monsieur le préfet et le directeur général des finances publiques du département l'ont confirmé, il n'y a pas de drame. Je pense que voilà, aujourd'hui il est élu, il faut qu'il fasse preuve d'humilité, qu'il voit que l'agglomération c'est pas une collectivité facile à mener, c'est un équilibre budgétaire compliqué. Je pense qu'il ferait mieux de le faire avec humilité que critiquer ce qui s'est passé avant. Ça ne le grandit pas. Voilà. Maintenant, je lui souhaite beaucoup de succès. Je lui souhaite de réussir pour notre territoire. Moi, vous savez, si je me suis engagé en politique, c'est pour mon territoire, et je suis malheureux aujourd'hui de voir comment il est traité. En tout cas, vous le surveillez de près parce que vous êtes toujours à l'opposition, que ce soit à la ville de Nîmes mais aussi à l'agglomération. C'était important pour vous de continuer. Est-ce que vous allez continuer Alors, Corentin, je ne suis pas dans l'opposition dans la mesure où, pour l'instant, je n'ai pas critiqué quoi que ce soit. Je dis ce que je pense. Moi, vous savez, je suis plutôt quelqu'un de constructif. Une opposition systématique, bête et méchante ne m'intéresse pas. Je redis que ce qui m'intéresse, c'est le territoire nîmois, c'est le territoire gardois. Je prendrai mes décisions lorsque j'en aurai envie de quitter ou de rester. Voilà. Pour l'instant, vous avez envie de continuer ?
Pour l'instant, si je peux apporter ma pierre à l'édifice, je le ferai en faisant des propositions, mais c'est mal parti parce que je vois pas aujourd'hui. Je le redis, malheureusement, ils sont souvent dans la critique, quoi, hein. Quand je vois qu'on nous dit que, par exemple, la ligne T2, on va la reculer, quand je vois qu'on a arrêté la construction de l'airier qui nous permettait d'accueillir 1 millier d'étudiants supplémentaires, je dis que c'est dramatique pour notre territoire. Voilà, c'est un manque de vision à long terme. Quand je vois que la première décision, c'était de dire on va créer une taxe GEMAPI. Quand je vois qu'on nous dit que les ordures ménagères, il faut réfléchir, faire des économies ou alors augmenter la taxe des ordures ménagères, voilà, tout ça n'a pas trop de sens. Je n'ai pas cette façon de voir les choses, mais Lenny et moi, on fait un choix. La démocratie, on n'est pas chez Trump, là, hein, la démocratie, elle a tranché, il faut la respecter. Sur le reconfinement, vous étiez à la tête de Nîmes Métropole pendant la première crise ou la première vague. Cette fois-ci, effectivement, c'est Franck Proust. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pendant le premier confinement qui devrait être renouvelé cette fois-ci ? Je crois qu'on a essayé de prendre des mesures très rapides par rapport aux entreprises. On a essayé de faire en sorte de maintenir les transports, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. On a essayé d'être près du domaine économique. On a essayé de maintenir le service public. C'est ce que je souhaite qu'ils fassent aujourd'hui. Et surtout dans cette deuxième phase où les entreprises ont encore plus besoin d'aide, d'être en coopération permanente avec les autres structures, les autres collectivités, telles la région ou autres, pour aider ces entreprises à s'en sortir. On est dans un territoire qui souffre déjà beaucoup au niveau du chômage et autres. Et des entreprises, vous avez invité ce soir un restaurateur de renom dans cette émission. Ben voilà, c'est à eux qu'il faut penser aujourd'hui, parce que si on imagine demain encore des rideaux qui se ferment sur la ville, ce serait dramatique. Et le centre-ville, je viens d'y passer, est dans une situation quand même très compliquée aujourd'hui. Sur le développement économique, qui est une des pièces maîtresses à Nîmes Métropole, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose avancer. On ne parle pas de projet particulier à Nîmes Métropole. Est-ce que vous, il y avait des projets sur lesquels vous travailliez avant les échéances du premier semestre et que vous aimeriez voir avancer aujourd'hui ? J'en citais un tout à l'heure, qui est le développement. Je pense qu'un développement économique, il passe par le développement du nombre d'étudiants, des formations et autres. Et là, celui-ci, il a été arrêté. On avait mis 10 millions d'euros d'investissement sur l'airier. Et c'était pas un investissement compliqué parce que les loyers des écoles auraient payé ces investissements. Donc voilà déjà une erreur. On nous dit sur Magna Porta, etc., etc. Bon, ben voilà, on avait des projets, je ne sais pas où en sont les leurs. Ils ont commencé à vendre des terrains. Écoutez, moi, je souhaite qu'ils réussissent. En acheter aussi, on en a parlé avec Julien Plantier hier. Bien sûr, mais moi, j'attends de voir. Vous savez, la difficulté, je crois, c'est dans ce pays, c'est un peu vrai, et c'est vrai à la mairie et c'est vrai à l'agglomération. Quand on a des hommes et des femmes qui n'ont que pour seul travail la politique, je pense que c'est pénalisant parce que on n'a pas cette vision de chef d'entreprise et c'est ce que je regrette, quoi. Pour en revenir à vous, votre carrière, on vous a déjà posé la question, mais on va vous la reposer. Les élections législatives de 2022, est-ce que vous y pensez ? Est-ce que déjà, c'est loin, mais est-ce que vous y pensez ? On est entre nous là, vous pouvez nous bien le sûr, dire. on est entre nous, mais en tout cas pas tous les matins en me rasant, ça je peux vous le dire. Je vous ai toujours dit, y compris sur ce plateau, que je ne vivais pas de politique et que j'ai un métier qui me passionne. Donc aujourd'hui, je me suis recentré sur mon métier et c'est pour moi passionnant. Donc je regarde les choses avec plus de distance et puis l'avenir nous dira ce qu'il faut faire, ce qu'il en est et je verrai. Je ne suis pas du tout arrêté sur quoi que ce soit. Justement, oui. Sur votre métier, sur ce qui vous fait vivre en tant que directeur de l'Institut d'Alzon, ça fait 32 ans que vous êtes à la tête. Est-ce que vous pensez à laisser la main, tout simplement ? Je pense que j'en ai plus fait que ce qui me reste à faire. Hein. Est-ce que vous avez préparé un peu Oui, j'ai une équipe de direction qui est formée de 15 directeurs. Vous savez, les choses s'organisent, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Aucun souci là-dessus. Deux questions rapides d'actualité politique du moment. La première, c'est Jean-Paul Fournier qui a pris la parole sur Objectif Gare il y a maintenant plusieurs jours. Il n'a pas été très tendre avec ses amis et avec les élus. Est-ce que ça vous a surpris ? Que Jean-Paul Fournier ne soit pas tendre avec les gens qui travaillent avec lui, ça ne me surprend pas. Il a toujours été comme ça. À mon égard, il n'a jamais été très, très sympathique, pour le moins. Donc je ne vais pas aujourd'hui avoir les mêmes propos que ce que lui a tenu à mon égard.
Mais on voit très bien aujourd'hui, j'ai entendu dire, oui, c'est la panique entre l'agglomération et la ville par le passé. J'ai l'impression aujourd'hui, à les entendre, qu'on repart quand même sur un système peut-être encore plus compliqué, parce que c'est dans la même famille. Quand je vois M. Burgois, M. Plantier, M. Proust, aujourd'hui, avec des positions très différentes, je me dis, pauvre ville, pauvre territoire. Ça vous étonne ou vous y attendiez Non, je les connais tous, donc je savais de toute façon. Et ce sont des gens qui ont que ça dans leur vie, donc du matin au soir, il faut faire des coups pour monter la suite. Donc voilà, mais écoutez, je voudrais vraiment que ça fonctionne différemment, parce que pour moi aujourd'hui, c'est la ville et l'agglomération qui m'intéressent, mais je crois que c'est mal parti, quoi. Entre eux, on voit très bien la différence. C'est d'ailleurs, vous parlez de Jean-Paul Fournier, il les a tous critiqués en même temps, en disant que voilà, ils avaient tous fabriqué, qu'il fallait qu'ils écoutent. Ils n'ont pas l'air d'écouter. Bon, écoutez. Sur le département en particulier, l'histoire me donnera peut-être raison. La stratégie des Républicains sur les échéances au département. On sait qu'à la fin du mois de novembre, on va élire le nouveau président jusqu'aux prochaines élections. Ils se déchirent parce qu'ils ne sont pas d'accord, en fait, sur la stratégie à adopter. Présenter un candidat de la droite et du centre ou ne pas en présenter un. Vous, si vous étiez à leur place, vous auriez fait quoi ? L'équation est assez simple. Ça va être d'ailleurs assez rigolo au niveau du résultat, parce que s'ils présentent un candidat, il y a toutes les raisons de penser que le Front National va voter pour eux et que donc ils seront élus avec les voix du Front National. La réponse leur appartient. Voilà. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on est à quelques mois de la fin d'un mandat. Prendre le risque d'être élu avec les voix du Front National pour des gens qui ont toujours critiqué le Front de façon violente, ça me paraîtrait tout à fait incohérent. Et en ce qui me concerne, je ne jouerai pas ce jeu-là, quoi. Pour cela, vous êtes sur finalement la même ligne que Jean-Paul Fournier. Ah, sur ce point-là, oui, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, on peut, mais j'ai pas les mêmes solutions. Je pense qu'aujourd'hui, il est plus important de trouver des hommes et des femmes intelligents de centre, droit comme gauche, pour piloter ensemble ce département, que d'associer des extrêmes, bien sûr. Vous avez des nouvelles pour terminer de Valérie Rouvéran ? Oui, bien sûr. Valérie Comment elle Rouvéran va bien. Elle est très engagée dans son mouvement, elle va bien. Elle va se présenter en tant que référente En Marche pour le Gard, selon vous ? Écoutez, moi je ne suis pas un marcheur, mais je pense que si elle était référente du mouvement En Marche, ce serait un plus pour son mouvement dans le département. Valérie est une femme compétente, engagée. Écoutez, ce n'est pas parce qu'on n'entend pas parler d'elle aujourd'hui qu'elle ne bosse pas, et je pense qu'elle a tout à fait les capacités, les qualités pour demain prendre des responsabilités, bien sûr, et je lui souhaite d'ailleurs. Merci Monsieur Lachaud d'avoir été avec nous sur cette première partie. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission ? On goûtera ensemble le plat de Damien. Écoutez, je ne vais pas refuser un petit plat du SCAB, on y mange très très bien, donc... Merci beaucoup. Allez, je vous propose de découvrir tout de suite notre reportage du jour. Notre journaliste Corentin Migoul est allé faire un tour au centre de dépistage installé sur le parking de la Halle des Sports de Clavières à Alès, qui ne désemplit pas malgré le confinement. Débordé dès son ouverture en septembre dernier, le centre de dépistage Labo Sud, situé à la Halle des Sports de Clavières, ne désemplit pas malgré le confinement. Une fois de plus ce matin, mieux valait avoir pris rendez-vous, comme Maëlle et sa petite amie. On est arrivé au niveau du portail, le vigile nous a dit de rentrer du côté rendez-vous, donc on n'a pas à faire toute la queue donc à l'entrée, et du coup on arrive directement, et voilà. On avait 2 voitures devant nous, et là plus qu'une. Cas contact, ressentant des symptômes relatifs au coronavirus ou par anxiété, les raisons ne manquent pas pour venir se faire chatouiller les narines avec l'espoir de lever ses doutes. J'ai des symptômes, après je vais bien, mais j'ai quand même pas mal de symptômes. Donc pour l'instant, je voudrais me faire tester afin de savoir si je pouvais remettre mes enfants à l'école ou pas. Pour l'instant, vu que j'ai des symptômes, je les ai gardés avec moi. Observant une recrudescence des demandes, depuis une quinzaine de jours, le centre de dépistage a augmenté sa capacité de test de 200 à 300 tests par jour. Mais les refus journaliers restent nombreux et Alexis, en charge de la sécurité, doit faire preuve de diplomatie. Alors il y a des fois, quand on les refuse, c'est vrai que les personnes commencent à être énervées. On a les forces de police qui peuvent intervenir si on les appelle et ça peut se régler. Après souvent on essaye de le faire de manière dans le respect, à toujours parler. Ça n'est pas encore venu aux mains, mais j'espère que ça ne viendra pas aux mains. D'autant que le climat général reste anxiogène et que le taux de positivité a récemment bondi. Sur les quelques dernières semaines, on a un petit peu, on va dire, triplé. On était vers 10% aux alentours de mi-octobre et c'est progressivement monté à 20% et à peu près maintenant 30%, malgré le confinement.
Voilà. Mais il est encore récent ce confinement, il faut lui laisser le temps de porter ses fruits. C'est pour ça que je vous disais, d'ici une dizaine de jours, on espère que ça va rediminuer les demandes. Le délai d'obtention des résultats reste quant à lui acceptable. C'est minimum 24 heures et ça peut aller jusqu'à 48 voire 72 heures. Parce que justement, au contraire, comme les demandes augmentent, forcément les délais se rallongent au fur et à mesure. Si le centre Labo Sud est aussi ouvert le samedi matin uniquement sur rendez-vous, la ville d'Alès dispose d'un autre site de dépistage, le laboratoire Bioaxiom, situé Grand Rue Jean Moulin. Allez, à présent, c'est l'heure de Vendredi Sport. Et ce soir, pour Vendredi Sport, on accueille Boris Boutet, notre journaliste. Bonsoir Boris. Bonsoir Abdel. Comment ça va ? Eh bien ça va très bien, depuis comme tous les vendredis. Depuis la semaine dernière, ça va très bien. Bon, vous nous parlez d'Angers ce soir, parce que Angers rencontre le Nîmes Olympique dimanche. Comment on peut définir cette équipe d'Angers ? Eh bien en un mot, peut-être qu'on peut l'irrégularité, c'est le mot qu'on retiendrait, avec 4 victoires, 4 défaites et un match nul. Oui. Le SCO n'a tout simplement jamais réussi à enchaîner 2 résultats identiques consécutifs. Résultat, logiquement, ils sont en milieu de tableau, une 11e place. Alors le SCO, il ne ressemble pas vraiment à l'équipe qu'on avait l'habitude de voir depuis 2015, avec une grosse solidité défensive et beaucoup d'efficacité à domicile. Cette saison, c'est totalement différent, avec déjà deux victoires obtenues à l'extérieur, dont un exploit sur la pelouse de Rennes il y a 15 jours. Oui. Mais par contre, en défense, c'est beaucoup moins solide, c'est beaucoup plus friable. Déjà 19 buts encaissés, seul Brest a fait pire cette saison. Et les buts encaissés par l'ancien gardien gardois et nîmois, Paul Bernardoni. Et oui, en effet, c'est Paul Bernardoni qui a encaissé tous ses buts. Alors, les observateurs du SCO d'Angers estime qu'il a malgré tout réalisé un plutôt bon début de saison, mais ça s'est un petit peu compliqué sur les 2 dernières rencontres, avec notamment 3 erreurs consécutives commises contre Rennes et contre Nice. Il est loin d'être le seul fautif, le seul responsable des errements défensifs du SCO d'Angers. Il y a eu d'autres erreurs, beaucoup d'erreurs individuelles commises par les hommes de Stéphane Moulin. Et puis il y a également ce changement de système causé par le départ de Baptiste Santamaria au mercato estival. Il est parti, la sentinelle Baptiste Santamaria, c'était le meilleur joueur du SCO d'Angers les dernières saisons. Et maintenant, du coup, le SCO ne peut plus jouer en 4-1-4-1, le système utilisé par Stéphane Moulin depuis la remontée en 2015. On est passé en 4-2-3-1. Résultat, ça fait un joueur de moins pour protéger Paul Bernardoni. Bon, et puisque moi j'ai envie de parler surtout du Nîmes Olympique, Paul Bernardoni, c'est pas le seul Nîmois de cette équipe. Et oui, à Angers, il y en a à l'appel des anciens Nîmois. Il y a également Ludovic Butel, Antonin Bobichon, Sadat Youb et Rachid Alioui. Alors on ne reverra certainement pas l'international marocain au stade des Costières ce dimanche. Il est en proie depuis quelques mois à des problèmes personnels. Il est sur le retour, mais on ne devrait pas le voir. D'accord. Par contre, on devrait voir Paul Bernardoni et Sadat Youb titulaires dimanche. Bobichon et du coup, Butel sont pressentis plutôt pour être remplaçants. Bon, alors Boris, c'est quoi les chances des Nîmois contre Angers ? Ça va être un match assez impronosticable, assez incertain, avec 2 équipes qui sont très irrégulières. Ce qui est sûr, c'est que les Nîmois devront montrer autre chose que contre Metz, ça c'est logique. Et surtout laisser moins d'espace entre les lignes. Il y avait beaucoup de trous d'air au milieu de terrain, et ça, Angelo Fulgini et ses partenaires pourraient en profiter. Boris, la semaine dernière, vous n'avez pas eu envie de me donner un pronostic, mais moi j'aimerais bien que vous vous engagiez un peu. Ouais, j'ai bien fait de m'abstenir peut-être la semaine dernière, puisque les Nîmois se sont inclinés. Bon, est-ce qu'on pourrait gagner ? Est-ce qu'on pourrait faire une petite surprise ? Corentin nous a parlé tout à l'heure du retour de Zinedine Ferrat et d'Andrés Cubas, donc on peut peut-être espérer une victoire. Angers, c'est une équipe qui réussit très bien au Nîmes Olympique. On se rappelle du fameux 4-3 de la remontada du premier match de retour en Ligue 1 au stade Jean-Bouin. Nîmes contre Angers, depuis la remontée, c'est 3 victoires pour une défaite, et c'est 2 victoires aux Costières consécutives, 3-1 et 1-0. On peut espérer une 3e dimanche. C'est une machine ce Boris, il a tout en tête. Monsieur Lachaud, vous, qu'est-ce que vous en pensez, Nîmes Olympique ? 2-0. C'est un peu difficile en ce moment. 2-0. 2-0 pour nous ? Alors Nîmes n'a plus marqué depuis le derby à la Mosson. Ouais, donc, écoutez, merci en tout cas Boris. On se dit pas la semaine prochaine, parce que je crois que c'est la trêve internationale, non ? Oui, c'est la trêve internationale, il faudra parler d'autre chose. Bon, on verra bien de quoi on parlera. Allez, on part dans le Gard. Allez, je vous propose de retrouver tout de suite notre journaliste Coralie Mollaret. Elle est partie à la rencontre de Geoffrey Léon, le maire du Chaux, dans la métropole de Nîmes en période de confinement. Comment la commune s'organise ? Élément de réponse. Alors bonsoir Abdel, nous sommes à Huchot, petite commune de 4500 habitants au bord du Vistre, et nous sommes avec le maire Léon Geoffrey. Bonjour. Bonjour. Alors comment votre commune gère la crise sanitaire ?
Eh bien, écoutez, déjà on a l'expérience du premier confinement, même si c'est vrai que ce second confinement est assez différent. Bon, on reste à l'écoute de la population, les services publics sont ouverts, on essaye de faire au mieux, d'expliquer et d'alerter. Alors vous expliquez à la population, aussi aux associations? Oui, d'abord avant le confinement, il y avait les arrêtés du préfet, donc on a pris contact avec l'ensemble des présidentes et des présidents d'associations pour expliquer que certains bâtiments étaient fermés, d'autres restaient ouverts, et puis après il y a eu le confinement version numéro 2, où là encore une fois on a pris contact avec les présidents pour leur expliquer que malheureusement toutes les activités étaient pratiquement fermées. Alors paraît-il que dans votre commune, beaucoup de citoyens viennent demander des attestations. Oui, alors déjà, il faut des attestations pour pouvoir circuler. Il y a la possibilité de la faire de façon dématérialisée, digitale, mais il y a la possibilité également de les imprimer. Tout le monde n'a pas forcément un ordinateur, une imprimante. Donc nous, on a donné la possibilité aux administrés de venir chercher des attestations, et je peux vous dire que beaucoup viennent, et on en est à plus de 1200 attestations depuis le début de ce deuxième confinement. Ça fait pas mal. Alors parlons un peu de vos agents. Est-ce qu'il y en a qui sont malades et comment le travail s'opère? Alors, c'est vrai qu'il faudrait mettre le plus de monde possible en télétravail. Après, il y a des services dans une collectivité que vous ne pouvez pas mettre en télétravail. Les services techniques de chez eux, ils ne peuvent pas entretenir la voirie. La police municipale est bien obligée de tourner. Les ATSEM sont auprès des élèves. Les agents d'entretien sont bien obligés de nettoyer les écoles, et je leur remercie de leur travail. Et puis les services administratifs, on a par exemple l'état civil, une reconnaissance prénatale, qu'on le veuille ou non, ça ne peut pas se faire en télétravail. Et enfin, dernière petite question, comment vous, à titre personnel, vous vivez cette crise, et surtout, qu'est-ce qui vous effraie? Alors, le virus en lui-même peut être vecteur de peur, mais au regard du nombre de décès, même s'il faut, on déplore bien évidemment les décès, ce qui manque peut-être, c'est la visibilité à long terme. C'est-à-dire que, certes, si on savait que ce confinement, deuxième confinement s'arrêterait, qu'on n'en aurait pas dans les mois prochains, mais on n'a pas de visibilité. Il n'y a pas pour le moment de traitement, il n'y a pas de vaccin. Il peut très bien avoir un troisième confinement. Ce manque de visibilité, si vous voulez, est assez anxiogène. D'accord. Merci beaucoup et puis bon courage. Je vous en prie, au plaisir. Merci Coralie. Alors je voulais faire une petite rectification, c'est Monsieur Lachaud qui m'a interpellé là-dessus, parce qu'effectivement Huchot ne fait pas partie de la métropole de Nîmes. En tant qu'ancien président de Nîmes Métropole, c'était une faute de dire Huchot dans la métropole de Nîmes, c'est ça? Mais vous êtes très très fort, Abdel, ça vous permet de resituer la métropole nîmoise, 39 communes, mais Huchot n'est pas dedans. Merci, vous restez avec nous, Yvan Lachaud, pour la deuxième partie. Pour les erreurs ensuite, je reste toujours avec vous, d'accord, bon, je suis d'accord. Très bien, comme ça vous surveillez, on sait je vous surveille. S'il y a des corrections à faire. Allez, c'est déjà la fin de 19h le live, mais uniquement pour la première partie. Restez avec nous, on revient dans quelques minutes pour 19h le live, la suite. On va recevoir Damien Sanchez, le patron du restaurant Scab à Nîmes. Il viendra nous parler des conséquences de la fermeture de son établissement, mais il a une surprise pour nous, puisqu'il a préparé pour la fin de l'émission un plat qu'on aura le plaisir de goûter avec Monsieur Lachaud, qui reste également en plateau. Vous aurez comme chaque soir la minute reconfinement de Thierry Allard. Restez avec nous, on revient dans quelques petites minutes. À tout de suite.